Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici dans Studio M pour cette dernière journée d'Esprit Meuble 2025 ici dans le hall 1 de la porte de Versailles. On sera ravis de vous recevoir si vous avez envie de venir faire un tour et on est ravis de commencer cette journée avec vous. On va parler du marché et du marché de l'électroménager pour commencer. Un marché qui reste compliqué, on ne va pas se mentir, avec une visibilité réduite. Et une question que se posent beaucoup de professionnels, c'est comment créer plus de valeur dans ce contexte. Question centrale, mais question difficile. Et on va y répondre grâce à l'expertise de Laurent Cour. Bonjour Laurent. Bonjour. Directeur statistique et études du GIFAM, qui est le groupement des appareils électroménagers, groupement français. Tu scrutes évidemment de très très près ce marché. Juste un petit point d'étape, on est à quelques semaines de la fin de 2025. Est-ce que le marché il est reparti ou pas ? Alors, fin 2025, on n'y est pas encore, il reste quelques mois, mais c'est vrai qu'à date, on a un marché qui est plutôt atone, dont on a l'impression qu'il subit encore, ça peut surprendre, mais en fait les contre-coups du pic de consommation qu'on a observé pendant le Covid. En fait, il faut bien voir, si on reprend un peu des historiques, le marché de l'électroménager, c'est globalement à peu près 15,5 millions d'appareils qui sont vendus chaque année, jusqu'en 2019. En 2020, 2021, on se retrouve avec des pics à 16 puis 17 millions d'appareils. Donc en fait, on se retrouve avec un pic de consommation et on a 2 millions d'appareils qui ont été vendus en plus de ce qu'on était censé vendre habituellement. Et donc en fait, ce surplus d'appareils, donc des renouvellements qui ont été globalement anticipés par rapport à des remplacements qu'on fait tous les 10 à 15 ans, eh bien en fait, on continue d'avoir un rééquilibrage de ce marché avec maintenant globalement 14,5 millions d'appareils vendus, donc un peu moins. Et donc on continue en 2025 d'être sur cette tendance qui devrait peut-être s'atténuer en 2026 pour revenir à la normale. Donc ce que tu nous dis, c'est que le 2 millions d'appareils en plus qu'on a vendus en 2021, en fait c'est 2 millions d'appareils en moins qu'on ne vend pas maintenant. Qu'on ne vend pas depuis 2023 en fait. Ouais, chaque année, on a un marché qui se réduit un petit peu lié à ce pic. Le tout dans un marché qui globalement, si on regarde sur les 10 dernières années, excepté période Covid, a une croissance de combien à peu près ? Alors la croissance en gros électroménager, elle est connue pour être entre plus 1 et moins 1. Donc en fait c'est un marché qui est globalement stable, qui progresse légèrement, notamment en fonction de l'augmentation de la population. Plus on a de ménages, plus on équipe de ménages, et qui va être aussi très dépendant d'autres facteurs comme celui de l'immobilier. Mais sur la tendance longue, c'est toujours du plus 1, moins 1. Alors, juste si on essaie de se projeter, avant de parler de la création de valeur, quand on écoute Christophe Gazelle de l'Institut de la Maison, que tu connais, il nous dit le marché de la cuisine, c'est le marché qui a le mieux performé dans tous les secteurs de la maison. Comment tu expliques donc qu'on n'est pas encore ça dans les chiffres de l'électroménager ? Alors là, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, donc, lié un peu au marché de la cuisine, nous, on suit beaucoup tout le marché de l'immobilier. L'immobilier, en fait, qui est très dépendant des taux d'intérêt, qui ont baissé au cours des dernières années et donc qui ont permis de redonner une certaine dynamique au marché de l'immobilier. Mais là, à fin septembre, on est à plus 11%, que ce soit dans les transactions immobilières ou dans les achats de neuf, enfin dans la construction neuve. Mais ces plus 11%, ils n'effacent pas les moins 33 qu'on a eu par le passé. Et en fait, quand on a un marché de l'immobilier qui commence à redémarrer, nous, on observe un délai avant que ce soit visible sur les achats de gros électroménagers. Et en fait, ce délai, on est certainement à la fin de cette période qui va nous permettre de voir à nouveau un marché reprogresser, mais on est toujours impacté par justement l'acquis de croissance du Covid. Alors en attendant ce redémarrage qui va peut-être arriver dans les mois qui viennent, il y a une question que j'imagine se posent tous les fabricants d'électroménagers, c'est comment je crée plus de valeur ? C'est-à-dire, comment je fais pour vendre un peu plus cher mes appareils aux consommateurs. J'allais dire, à quel prix aujourd'hui les consommateurs sont-ils prêts à payer plus ? Alors, c'est vrai que le constat aujourd'hui, c'est qu'on a un marché qui a l'air d'être baissier, notamment sur toute la partie encastrable, donc qui concerne beaucoup l'univers de la cuisine. Au global, avec les baisses de volume et le fait d'avoir des appareils dont le prix baisse, il faut bien voir qu'en électroménager, les prix baissent depuis un an. On se retrouve avec un marché qui est globalement recul de moins 8% sur l'encastrable contre moins 2% pour la pose libre. Donc on se dit, bon, quelque part, les consommateurs ne sont pas prêts à payer. Il n'empêche que quand on les interroge... Quand tu dis moins 8 et moins 2, c'est en volume ?
C'est moins 8% en valeur et moins. C'est valeur. Valeur, en valeur, ok. Et donc, si on regarde. En fait, quand on interroge les consommateurs, qu'on leur pose la question, finalement, est-ce que vous êtes prêt à payer un peu plus pour avoir un appareil plus durable? Et donc, qu'on essaie d'instiller quand même l'idée qu'on peut garder ces appareils plus longtemps. Ben là, en fait, on a 84% des personnes qui nous disent oui, en fait, moi, je veux bien payer un peu plus pour avoir quelque chose qui dure plus longtemps. Donc, ça signifie qu'il faut pouvoir utiliser les informations qui sont mises à disposition des consommateurs, notamment depuis en fait 2021, on a commencé à introduire un indice de réparabilité. Alors c'était d'abord sur le lave-linge, et depuis 2022 par exemple sur le lave-vaisselle. Et on se rend compte qu'en fait, quand on regarde les meilleurs indices, notamment sur le lave-vaisselle, l'année dernière, on a une croissance de plus 28% sur un marché qui était à moins 1. Donc en fait, les appareils les mieux disants d'un point de vue durabilité ou réparabilité vont avoir une bonne performance. Ça veut dire que cet indice de réparabilité, de durabilité, il est relativement nouveau. Les étiquettes énergétiques, c'est bon, tout le monde, tous les consommateurs ont compris, c'est relativement simple et on en a déjà parlé, c'est aussi une vraie façon de créer de la valeur pour les fabricants d'électroménagers. Ça veut dire que cet indice de réparabilité, les consommateurs se le sont appropriés et ils portent un regard aiguisé au moment d'un achat. Alors, ils l'utilisent au moment de l'achat et même s'ils le connaissent et qu'ils ne l'ont pas encore utilisé, ils y accordent un crédit important. C'est-à-dire qu'on a globalement les 2/3, voire 71% des consommateurs qui nous disent que c'est un indice qui est tout à fait fiable. Donc, ils ont confiance, ils ont raison, c'est un indice étatique qui est obligatoire pour un certain nombre d'équipements qui sont mis sur le marché et donc ils s'en saisissent. Je voudrais rebondir sur la question de l'étiquette énergie comme autre outil effectivement de création de valeur. Les appareils qui sont les mieux disants d'un point de vue énergétique, pareil, c'est important de mettre l'accent là-dessus, de montrer à quel point ces appareils sont bénéfiques d'un point de vue énergétique et donc permettent de réaliser des économies. C'est quelque part un investissement qu'on fait. Je prends sur un lave-linge étiqueté A aujourd'hui, on économise, l'air de rien, 20 € tous les ans, juste par rapport à un appareil d'il y a 10 ans. Donc je ne parle même pas par rapport à des appareils plus anciens, mais donc il y a un bénéfice à utiliser ça. Et d'ailleurs, les croissances des appareils ayant les meilleures étiquettes sont ceux qui vont le plus vite, le plus haut aujourd'hui. Du point de vue des industriels, ça veut dire aussi que ce sont les bons élèves qui sont récompensés. Alors c'est ce qu'on constate. Là, depuis en fait cette année, on a un indice de durabilité aussi qui a été intégré. Alors sur la télévision et sur le lave-linge, cet indice de durabilité, quand on regarde en fait, tous les modèles sont déposés sur une plateforme et on voit en fait les marques nationales qui sont représentées par le GIFAM. On a une étiquette qui est en moyenne à 8,5, donc de très bons élèves qui font tout pour avoir des appareils les plus durables. Là où les appareils de non-marque de distribution, on est à 7,1. Donc il y a quand même un gap important. Et donc d'essayer de privilégier des marques, c'est aussi se donner la certitude qu'on va avoir un appareil plus durable. Ben voilà, le message est passé. On voit que donc le marché, il est encore relativement endormi, et j'allais dire, mais qu'il y a quelques éléments pour le réveiller, ce marché, et quelques éléments pour créer de la valeur. Merci beaucoup, Laurent, d'être venu pour nous parler de ça. On se retrouve un peu plus tard sur ce plateau avec Christophe Gazel. Donc vous pourrez nous retrouver si vous avez envie de nous suivre tout à l'heure. Et si vous avez envie de venir porte de Versailles en ce matin frais parisien, vous êtes les bienvenus. Au moins ici il fait chaud et vous allez voir, il y a plein de très belles choses à voir. À tout à l'heure.